Bonjour, je suis Mickaël Nassila, je suis professeur de physiologie à l'Université de Picardie-Jules Verne. Je dirige le groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances et je préside aussi la Société française d'alcoolologie. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la thématique alcool et cancer. Alors, il faut savoir que parmi les 41 000 décès annuels dus à l'alcool, la première cause ici de mortalité, ce sont les cancers. On a à peu près 16 000 cancers ici dus à l'alcool. Parmi tous les facteurs de risque associés au cancer, on estime qu'environ 40% des cas de cancer pourraient être évitables. Et vous voyez que dans les premiers ici de la liste, on trouve à gauche le tabac, avec environ 20% des cancers ici évitables qui sont liés au tabac. Et arrive tout de suite en deuxième position l'alcool, avec 8% ici des proportions de cancers qui vont être liées ici à l'alcool. Alors l'alcool, c'est 28 000 nouveaux cas de cancer par an, avec 8 localisations. Et puis vous voyez ici principalement, si je reprends cette belle iconographie de l'INCa, des cancers qui vont concerner la bouche, la cavité buccale, le sein, le foie et aussi le côlon rectum. Alors ici, de manière assez intéressante, on vous présente les nouveaux cas de cancer et dans les deux sexes. Donc à gauche, vous avez le sein, les 8 000 nouveaux cas de cancer par an qui sont liés à la consommation d'alcool. Et puis ensuite, on arrive ensuite sur la liste au côlon rectum, au cancer cavité buccale et du pharynx, au foie, à l'œsophage et au larynx. Et on voit de manière assez intéressante que les nouveaux cas sont plus nombreux chez les femmes ici comparativement aux hommes. Alors, on ne voit pas grand-chose, mais c'est juste pour vous montrer sur les différents types de cancers. On a ici le risque relatif de développer un cancer, les différents cancers, différentes localisations, en fonction ici en abscisse du nombre de verres d'alcool consommé par jour. On voit qu'en fonction du type de cancer, notamment que ceux que j'ai évoqués précédemment, que les courbes d'école, le risque augmente finalement assez vite et de manière importante dès les faibles niveaux de consommation d'alcool, c'est-à-dire dès les quelques verres d'alcool consommés quotidiennement. Alors vous avez ici, c'est le même type de représentation pour les hommes en haut et pour les femmes en bas. Et de manière intéressante, ici, on vous met avec les différentes couleurs les niveaux de consommation d'alcool qui sont fortes. Ici, c'est les courbes, les parties d'histogramme les plus foncées vers la droite. Vous voyez ensuite consommation modérée ou à faible. Et je trouve intéressant ici de montrer que vous voyez qu'il y a une proportion non négligeable de cancers, de nouveaux cas de cancer qui vont être liés à des niveaux de consommation faibles ou modérés d'alcool. Alors ça, c'est important parce que si je reprends aussi le message de l'IARC en 2020 sur les cancers attribuables à l'alcool, c'est important ici de réaliser que 15% des cancers vont apparaître à partir d'une consommation dite à moindre risque, c'est-à-dire à moins de 2 verres par jour. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce que je voulais évoquer dans mes différentes interventions sur les repères qui ont évolué, des repères de consommation à moindre risque. Vous voyez ici que même si on respecte ces repères et si on est en dessous des repères, on a un risque de développer certaines pathologies et notamment, principalement des cancers. C'est pour ça que les repères ont évolué dans le monde entier parce qu'il y a une prise de conscience sur facteurs de risque alcool relativement au développement de différents cancers. Vous voyez ensuite que quand la consommation augmente de 2 à 6 verres ici par jour, on a 30% des cancers. Donc la consommation est ici à risque, au-dessus des 2 verres par jour, 30%. Et puis pour une consommation forte, au-delà des 6 verres, vous voyez qu'on a 45% ici des cancers attribués à l'alcool. Donc tout ça pour vous dire que, effectivement, attention, on a une augmentation assez significative du risque à développer certains cancers, même pour des consommations d'alcool qui ne sont pas si élevées ou qui ne sont pas si éloignées des repères de consommation d'alcool. Donc là, je vous ai remis une courbe ancienne des années 2000, ça fait depuis longtemps qu'on sait, finalement, ici, je vous ai mis l'exemple du cancer du sein, que dès le premier verre, c'est ce qui avait fait sensation à l'époque, c'est d'évoquer comme ça des risques qui pourraient apparaître dès les très faibles niveaux de consommation d'alcool, puisqu'on est ici à 1 verre par jour, et puis aussi sur la préoccupation importante, qui est le cancer du sein, une incidence tente. Vous avez que c'était là, en nouveau cas, c'était 8 000 nouveaux cas de cancer du sein par an, donc c'est assez important. Et parmi les causes, il y a aussi l'alcool. Et je pense que l'occasion ici de communication sur le cancer du sein d'Octobre Rose, c'est aussi l'occasion de rappeler l'importance de l'alcool comme facteur de risque dans le cancer du sein. Alors, de manière intéressante, si je reprends les différents facteurs de risque, on voit que, bien évidemment, il y a la dose d'alcool. Les faibles et les forts niveaux de consommation d'alcool sont un facteur de risque, mais même les faibles consommations d'alcool. Le tabagisme aussi, et je vais vous montrer à quel point il y a une interaction forte entre alcool et tabac, qui vont
multiplie les risques. On retrouve aussi un mauvais état dentaire, des facteurs génétiques que je vais expliciter un petit peu, des déficiences en folate, les œstrogènes et la prise de bêta-carotène, vitamine A, et puis des lésions également précancéreuses, le reflux gastro-œsophagien, polypes, etc. Donc vous voyez qu'il y a de nombreux facteurs de risque, dont la consommation d'alcool. Alors ce qui est intéressant, j'aimerais juste vous montrer quelque chose de très intéressant, puisque là, c'est vraiment, en fait, pour vous montrer que la vulnérabilité va dépendre du niveau de consommation d'alcool, mais aussi de sa génétique, et donc de facteurs de risque génétiques. Je vous montre simplement ici, je vous rappelle que vous avez ici les formules chimiques de l'éthanol à gauche, qui vous montrent que l'alcool est métabolisé par l'alcool déshydrogénase en acétaldéhyde. Donc l'acétaldéhyde, c'est un métabolite très toxique, hein, qui est cancérigène, comme l'alcool, qui va réagir très fortement et très toxique pour les cellules. Et cet acétaldéhyde, il est ensuite métabolisé par une enzyme qui s'appelle l'aldéhyde déshydrogénase en acétate. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut avoir des mutations génétiques sur les gènes codant ces enzymes qui vont affecter leur activité. Et en fait, ce qu'il faudrait juste retenir, c'est qu'on a des mutations, notamment de l'alcool déshydrogénase, qui vont accélérer ici la production d'acétaldéhyde. Et on a aussi une deuxième possibilité, c'est des mutations de l'aldéhyde déshydrogénase à droite, qui peut cette fois-ci ralentir son activité, ce qui fait que vous allez moins dégrader l'acétaldéhyde. Et les deux combinés eh bien, font que vous allez produire plus d'acétaldéhyde parce que votre alcool déshydrogénase fonctionne plus, parce que votre aldéhyde déshydrogénase fonctionne moins bien, et eh bien, vous allez accumuler cet agent cancérogène très fort qui est l'acétaldéhyde. Et en fait, on voit dans les tableaux, bon, c'est un peu compliqué, mais j'ai pris un exemple très parlant, celui de développer des cancers multiples, donc au moins 2 cancers, et bien que ce risque de développer des cancers multiples augmente non seulement ici avec le nombre de verres d'alcool consommés par jour, mais aussi de la présence de ces polymorphismes. Donc c'est aussi toujours important de raisonner en vulnérabilité. Nous n'avons pas tous la même vulnérabilité génétique ici face à l'alcool. Pour des niveaux de consommation différents, on est plus ou moins à risque de développer ici certains cancers. Et je ne parle pas non plus du fait d'avoir déjà aussi certaines pathologies qui pourraient être liées ou exacerbées par la consommation d'alcool. Ça, c'est important parce qu'on a tendance toujours à réfléchir comme si tout le monde n'avait pas de problématiques, n'avait pas de maladies avec lesquelles l'alcool pourrait interagir ou l'alcool pourrait exacerber le développement de ces pathologies. On garde à l'esprit le fait qu'on n'est pas tous égaux, qu'il y a une vulnérabilité génétique et que ça dépend vraiment de son état de santé général aussi quand on s'intéresse au niveau de consommation d'alcool. Alors, ce qui est inquiétant dans cette thématique alcool et cancer, eh bien, c'est qu'une étude récente, le baromètre cancer 2021, eh bien, soulignait que environ un quart des Français pensent que boire un petit peu de vin de temps en temps, eh bien, ce serait plutôt protecteur vis-à-vis du cancer. Alors, c'est quelque chose qui, à mon sens, est assez grave, puisqu'on connaît bien le lien, s'il y a quelque chose vraiment sur lequel on peut parvenir, c'est le lien de causalité entre l'alcool et certains cancers. Et croire que boire un petit peu de vin de temps en temps protégerait des cancers, c'est quelque chose vraiment contre laquelle il va falloir lutter, parce que là, en termes de fausses croyances et de connaissances erronées sur l'impact de l'alcool sur la santé, il faut améliorer la connaissance de nos concitoyens. Alors, pourquoi finalement on en vient effectivement à une problématique où l'alcool est toujours considéré très fortement positif, comme quelque chose de positif dans la société? C'est vrai, l'alcool, c'est quelque chose de social, de festif, mais ça a aussi un prix à payer, et le prix à payer, il est sanitaire et social. Alors, on fait face aussi à un lobby très fort, un lobby de certains élus politiques, mais aussi finalement de l'industrie de l'alcool qui, pendant des décennies, avait un discours bien rodé en minimisant très fortement les risques et la causalité entre consommation d'alcool et développement de certains cancers. Et donc, je pense que ces messages ont été assez dévastateurs sur les représentations qu'on a du produit et les mauvaises connaissances qu'on peut avoir sur le lien entre alcool et cancer. Alors, autre chose, quelque chose de très important aussi, je parlais tout à l'heure de la vulnérabilité génétique, mais là, je vous montre un exemple, c'est vraiment l'interaction aussi de la consommation d'alcool avec le tabac. Si vous regardez ici les barres bleues sur la droite, on voit la situation de base en termes d'incidence de risque de développer ici des cancers cou et tête. J'ai pris l'exemple ici des cancers et de la mortalité des cancers liés au cou et à la tête. Et on voit que la première barre ici bleue, eh bien, c'est associé à la consommation d'alcool. On voit ici un risque d'environ 2. Et puis, juste à droite, vous avez l'effet du tabac. On est supérieur à celui de l'alcool.
Et en fait, si vous additionnez ces deux risques-là sur la droite, vous voyez que vous montez un peu plus haut finalement. Mais en fait, l'interaction alcool-tabac fait que le risque, en fait, c'est 2,5 fois, donc 2 fois et demi, le risque additionné de l'alcool d'un côté et du tabac de l'autre. Donc en fait, le message important, c'est qu'avec une consommation conjointe alcool et tabac, on ne fait pas qu'additionner les risques, mais on multiplie très fortement les risques de développer certains cancers. Donc ça aussi, c'est un message très important. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a encore assez peu de communication sur ces effets d'interaction, mais ça me paraît vraiment primordial de souligner ici cette interaction très nocive entre l'alcool et le tabac. Et puis, juste pour vous montrer un petit peu ce que disent certaines enquêtes, c'est intéressant de constater qu'ici, une étude américaine montre que parmi des survivants ici d'un diagnostic de cancer, eh bien, on voit que plus de la moitié continue à consommer de l'alcool après le diagnostic de cancer. 56% étaient buveurs, et même ici, dans cette étude, on estime que 21% étaient des binge drinkers, c'est-à-dire consommer en une occasion quelque chose comme 6 à 7 verres pour hommes et femmes, donc c'est-à-dire continuer à avoir des consommations importantes, et on sait que ces consommations importantes, même ponctuelles, sont nocives. Consommation de type binge drinking est très nocive, ça induit du stress oxydatif pour les cellules, ça induit de l'inflammation, et là, de constater ces niveaux de consommation, même après un diagnostic de cancer, c'est quelque chose que l'on doit, dont on doit tenir compte et informer la population. Alors, certains cancers étaient ici un peu plus concernés que d'autres. Alors qu'en est-il en France? Effectivement, pareil. Eh bien, ici, je reprends un rapport, un cas de 2018, où 5 ans après le diagnostic de cancer, eh bien, une personne sur 5 déclarait consommer de l'alcool au moins 4 fois par semaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des études en France, ici, avec le développement d'un programme qui s'appelle le programme STAR, avec le docteur Anne Stobner, et bien, qui justement s'intéresse à mettre en place des actions de prévention secondaire et tertiaire pour finalement limiter, voire dire très fortement, ou essayer d'arriver à l'abstinence chez les patients qui ont un cancer, été diagnostiqués pour un cancer. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter le site de la Société française d'alcoolologie et le site également Alcool Consocience.